Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de Champ de Vision, la chaîne télé de l'innovation, avec à mes côtés Baptiste Sonnen. Bonjour. Bonjour. Baptiste, vous êtes chef du service agronomie, économie et environnement d'Arvalis. Alors, aujourd'hui, c'est peu dire que l'impact carbone des activités humaines est une préoccupation de tous les instants. On en parle dans tous les JT, pratiquement pas un jour sans que le sujet ne revienne sur la table. Et pour l'univers des grandes cultures, eh bien, le label bas carbone est en plein développement. Alors je voudrais que tout d'abord vous m'expliquiez ce qu'est ce label bas carbone. Donc, le label bas carbone, c'est un cadre de certification qui est porté par le ministère de la Transition écologique et qui vise à quantifier des pratiques vertueuses vis-à-vis du changement climatique, de les faire certifier et de se les faire financer sur le marché de la compensation carbone volontaire. Et donc, dans ce cadre de certification porté par le ministère, il y a un certain nombre de définitions qui sont données et qui sont importantes, et notamment la notion de méthode et la notion de projet. Donc, la notion de méthode, en fait, c'est que les experts scientifiques doivent proposer des guides méthodologiques qui explicitent la façon de comptabiliser les crédits carbone, qui soient issus de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou du stockage de carbone dans les sols, mais aussi la façon de les vérifier, de les faire contrôler par un auditeur indépendant, etc. Donc ça, c'est une première étape qui est indispensable. Et une fois que des méthodes sont approuvées par le ministère de la Transition écologique, des projets peuvent se monter. Et donc un projet, c'est quoi? C'est une exploitation, un groupe d'exploitation qui s'engage à mettre en place des pratiques vertueuses qui vont permettre de générer des crédits carbone. Donc ça peut être des pratiques qui vont réduire les émissions de gaz à effet de serre ou des pratiques qui vont permettre de stocker du carbone dans le sol. Et donc ces exploitations, groupes d'exploitation s'engagent à mettre ces pratiques en œuvre et à comptabiliser les crédits carbone selon une méthode approuvée. Donc si je comprends bien, c'est plus on fait de choses, plus on a de points, plus on est proche du label bas carbone. Exactement. Donc plus on met de pratiques vertueuses en place, plus on va générer de crédits carbone. Mais ce qui est important, c'est que ce qui est labellisé, ce n'est pas les productions qui sortent de l'exploitation, ce n'est pas non plus l'exploitation en elle-même, c'est des pratiques vertueuses mises en place sur l'exploitation. Donc une exploitation qui est engagée dans un projet label bas carbone va se voir décerner un label, mais qui ne concerne que les pratiques vertueuses mises en place. Et derrière, le lin, le colza, enfin les cultures qui sont issues, les productions qui sont issues de cette exploitation ne seront, elles, pas certifiées. C'est vraiment les pratiques qui sont certifiées. Alors, qu'en est-il du déploiement de ces labels bas carbone? Est-ce qu'il y a quelques dates? Est-ce qu'il y a des perspectives? Oui, donc on va dire que c'est la filière forêt qui a été la première à s'impliquer très fortement dans ces démarches label bas carbone. Et ensuite, assez rapidement, le secteur agricole s'y est intéressé. C'est le monde de l'élevage bovin qui a été assez rapidement en phase de routine là-dessus, avec une méthode Carbone Agri qui a été approuvée assez rapidement. Et sur le secteur des grandes cultures, en fait, on a écrit une méthode pour le secteur sur l'année 2020. Et ensuite, il y a eu un long processus d'approbation parce que ça passe devant un certain nombre d'experts qui doivent approuver la méthode. Et donc, on a une méthode approuvée sur le secteur des grandes cultures depuis l'été 2021. Et ensuite, des outils ont été développés pour instrumenter la construction de projets label bas carbone. Et les premiers outils certifiés conformes l'ont été ce printemps 2022. Et donc aujourd'hui, on peut dire que les premiers projets sont en cours de construction et devraient demander leur labellisation d'ici, on va dire, sur le deuxième semestre 2022. Donc la sortie des premiers projets grande culture est vraiment imminente. Et alors, on parle évidemment du lin. Quel est l'intérêt pour les producteurs de lin de se lancer dans cette, alors je ne vais pas dire cette aventure, mais se lancer dans la quête du label bas carbone? La production de lin a quand même pas mal d'atouts à faire valoir. Comme je le disais, ce qui est dans la méthode grande culture, on considère un bilan global, un bilan carbone global, donc à la fois la composante émission de gaz à effet de serre et la composante stockage de carbone dans le sol. C'est vrai que sur la composante stockage de carbone dans le sol, le lin fibre restitue assez peu de résidus au sol et donc va contribuer assez peu au stockage de carbone dans le sol. Par contre, sur l'autre composante, sur la composante émission de gaz à effet de serre, là, il y a des gros atouts à faire valoir parce que c'est une plante dite bas intrant qui nécessite très peu d'intrants et notamment peu de fertilisants azotés. Et on le sait, les engrais azotés, c'est le premier poste d'émission de gaz à effet de serre en grande culture. Et donc, on voit des projets, on étudie des projets qui peuvent se monter sur l'Infibre avec des atouts réels, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi
sur le stockage de carbone via l'interculture. Parce que c'est une culture qui a une particularité, qui a un cycle très court et qui donc laisse du temps dans les intercultures pour aller intégrer des cultures intermédiaires qui vont venir compenser en fait sur le stockage de carbone des sols. Alors je vois bien ce que doivent penser ceux qui nous regardent en ce moment. Il est gentil, Baptiste, avec son label bas carbone. Mais moi je suis producteur de lin. J'y gagne quoi d'avoir ce label ? Alors déjà, il y a une... À part faire un geste pour la planète. Voilà, il y a effectivement déjà déjà faire un geste pour la planète, atténuer le changement climatique. Je pense qu'il y a aussi un enjeu très fort de reconnaissance d'externalités positives, comme on dit, vis-à-vis de la société. C'est-à-dire que la production agricole permet de produire des denrées alimentaires, permet de produire du textile, etc. Mais va aussi permettre de rendre un certain nombre de services attendus par la société, et notamment l'atténuation du changement climatique. Et enfin, et on va dire, ça va intéresser l'agriculteur au premier plan, il y a aussi un intérêt économique financier. C'est-à-dire que l'agriculteur va faire reconnaître ses bonnes pratiques, ça va générer des crédits carbone, et ces crédits carbone, il pourra les vendre à des tiers en fait externes qui sont dans une démarche de réduction de leur empreinte carbone, mais qui ne peuvent pas réduire certaines émissions incompressibles et qui donc vont chercher à les compenser leurs émissions en dehors de leur chaîne de valeur. Et notamment, ils s'intéressent, on le voit très fortement, il y a une grosse demande de crédits carbone issus de l'agriculture française ou plus largement européenne. Oui, justement, j'allais vous le demander, la demande chez les agriculteurs aujourd'hui, elle est au rendez-vous ou c'est encore en phase de démarrage, donc fatalement un peu long ? Alors la demande en elle-même, elle est au rendez-vous, et aujourd'hui ça représente déjà presque 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires à l'échelle mondiale sur l'année 2021, la compensation carbone volontaire. Donc on voit qu'il y a une grosse demande. Aujourd'hui, plutôt sur, on va dire, un marché de masse, c'est-à-dire beaucoup de crédits carbone achetés pas cher. Et en fait, on voit en ce moment un switch de la demande vers des crédits carbone, peut-être sur des quantités moins importantes, mais beaucoup plus qualitatifs. Et avec des attentes très très fortes sur les co-bénéfices et sur les conditions dans lesquelles ces crédits carbone sont générés. C'est-à-dire que, pour schématiser, aujourd'hui, la compensation carbone, elle se fait massivement dans l'hémisphère sud, sur des projets de reboisement, et qui est très fortement critiqué par les ONG. Et du coup, les acteurs de la compensation carbone, sur une partie en tout cas de leur compensation, veulent aller vers des crédits carbone plus qualitatifs et qui sont moins soumis à critiques, notamment de la part des ONG. Alors on me dit que le référentiel est déjà là, mais c'est un peu comme les ordinateurs, vous l'achetez, et quand vous l'achetez, il y a déjà des mises à jour à faire, et là, il y a des mises à jour. Alors qu'est-ce qui va changer par rapport à ce qui se faisait il y a quelques mois ? Alors les mises à jour, en fait, elles concernent des références nouvelles qui ont évolué et qu'on peut intégrer du coup à la méthode, et qu'on se doit d'intégrer à la méthode pour être robuste et suivre les avancées scientifiques. Mais c'est aussi une évolution du périmètre prise en compte. Et notamment, lorsqu'on a déposé la version 1 de la méthode, il y avait assez peu de données disponibles sur la valorisation aval des productions, et notamment l'intégration dans des biomatériaux ou dans des biocarburants, et notamment la filière lin est concernée au premier plan, avec un certain nombre de coproduits qui sont valorisés dans des biomatériaux qu'on n'a pas pu faire reconnaître dans la version 1 de la méthode, mais c'est vrai que les connaissances évoluent, des ACV, donc des analyses de cycle de vie, ont été réalisées pour essayer de quantifier cette empreinte carbone, et qu'on va pouvoir valoriser et faire reconnaître dans une version 2 de la méthode. Eh bien écoutez Baptiste, merci pour toutes ces précisions. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, parce qu'effectivement ce label bas carbone, c'est quelque chose qui est plus que dans l'air du temps. Merci et à très bientôt sur le plateau de Champ de Vision.